Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 71e clé qui s'intitule le mal. Alors, il s'agit du troisième volet d'une série longue de 4 vidéos qui sont indépendantes quelque part. Alors aujourd'hui, on va parler du mal dans sa plus grande largesse, mais surtout de manière un peu plus terre à terre, avec pas mal de conseils pour savoir comment le gérer, le neutraliser et passer outre. Parce que l'idée n'est pas de se battre justement contre le mal, mais plutôt, j'ai bien précisé, de le neutraliser, de le décharger, de lui enlever sa teneur qui peut nous opprimer, nous affranchir, etc. Alors, juste en préambule, le mal, on va mettre énormément de choses derrière, c'est-à-dire le mal-être, la peur, l'anxiété, le ressentiment, la haine, la jalousie, la critique, etc., etc. Jusqu'à point extrême de l'égrégore que représente le Satan, le diable. Mais comme je l'ai dit, Satan, dans toute l'histoire des spiritualités, Satan a été évolutif dans la perception humaine, j'entends, et au-delà, Satan avec une majuscule, c'est le personnage en quelque sorte, c'est l'égrégore. Satan, c'est également, avec un S minuscule, pardon, c'est également un adjectif sous-entendu présent en potentiel démoniaque dans chacun des individus. Ça, c'est extrêmement important, parce que l'idée, comme je l'ai mentionné dans les précédentes clés, le plus gros danger, c'est la déresponsabilisation, et c'est d'ailleurs l'œuvre du Satan de nous faire croire que nous ne sommes responsables de rien, que nous sommes juste des pions ou bien de simples victimes à tout et à tout ce qui se passe, notre environnement, etc., etc. Nous sommes potentiellement acteurs, si nous le souhaitons, co-acteurs, dirons-nous, parce que c'est plus précis, co-acteurs. Voilà, ça c'est extrêmement important. Alors, débutons. Alors, on va voir dans un premier temps peut-être plus comment gérer en quelque sorte le diable, cette entité, cet égrégore qui pourrait être une forme d'énergie. Ça, c'est la première chose. Deux, on va passer pas mal de temps sur dans la vie de tous les jours comment gérer le mal, les basses vibrations quelque part en émission, c'est-à-dire vous, hein, et en réception, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur, des autres. Alors, débutons. La première chose extrêmement importante, c'est pour ça que j'ai précisé, l'idée n'est pas de se battre, de lutter contre le mal, mais de le neutraliser, de le pacifier en quelque sorte, de le décharger, c'est-à-dire qu'en fait, vous lui ôtez son énergie négative par rapport à vous. C'est-à-dire que vous allez non pas être dans une force de réaction, hein, c'est-à-dire opposée, mais vous allez tenter, entre guillemets, de l'embrasser. Ça ne veut pas dire coopter, adhérer, ça veut dire juste ne pas lui rendre la monnaie de sa pièce en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que dans l'idée principale, c'est si vous tentez de lutter ou vous battre contre le diable, il a déjà gagné. Pourquoi ? Ben, c'est très simple, c'est comme si vous faisiez un match, vous savez, quand vous jouez au ping-pong et vous jouez seul ou au tennis, peu importe, et vous mettez la table non pas droite, mais vous la repliez. Vous jouez contre vous-même. Si vous smatchez énormément, enfin super fort, vous allez vous prendre en retour un effet boomerang, c'est-à-dire que vous allez prendre la vitesse et la force que vous avez mis dans votre smash. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez donner un coup en quelque sorte au Satan, plus vous allez vous le reprendre en retour. Et qui jubile, qui gagne à chaque fois, c'est lui. Comme je vous ai dit dans les conflits, que ce soit un oppresseur et un opprimé, ou l'inverse, ou les deux un peu partiellement, mais même dans un schéma assez simple, que ce soit dans une guerre ou même le gars qui est tranquillement sur son banc et qui se fait agresser par quelqu'un, dans les deux cas de figure, le Satan gagne. Pourquoi ? Parce que les pleurs, la peine, etc., la douleur, le crédit, lui donne du crédit énergétique, il se nourrit de ça, c'est un parasite qui se nourrit de ça, un peu, excusez-moi, un peu comme une mouche à merde, qui se nourrirait de tout ce qui est teneur de basse vibration en quelque sorte, de segmentation, de fragmentation, que ce soit dans la jouissance perverse de la victoire sur un opposant et ou de la souffrance de celui qui est victime. Donc le bourreau, la victime, c'est toujours lui qui gagne. Donc, et le sauveur quand c'est aussi l'orgueil qui prime, bien entendu. Alors, aussi, ça c'est très important, cette notion de combustible. Mais ça, on fera une clé spéciale sur les mondes de l'invisible, sur les notions d'égrégores, parce que les égrégores, ce sont des formes pensées qui se nourrissent, ce sont des gloutons qui se nourrissent des énergies, des vibrations, des fréquences, des émotions surtout, émotions humaines. Hein, les robots, etc., n'ont pas d'émotion, enfin pas du tout. Les animaux, très peu.
Les chats, etc., on peut déceler une souffrance quand il y a un petit qui meurt, etc. Mais c'est pas aussi fort qu'un humain. Alors voilà, c'est le combustible, j'insiste bien. Alors pourquoi c'est si important ça? C'est le point probablement le plus important, ne pas tenter de rentrer dans cette dualité qui est la force d'opposition contre la négativité. Eh bien, c'est dans l'idée, comme le disait très sagement Mère Teresa, ne m'invitez pas à une marche contre la guerre, mais si vous m'invitez à une marche pour la paix, je viendrai volontiers. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a l'impression que c'est la même chose, être contre la guerre ou être pour la paix. Eh bien non, on n'engage pas les mêmes énergies. Dans un premier cas, être contre la guerre, ça veut dire qu'on a une opposition, on veut se battre. C'est comme ça que je vous ai déjà expliqué, il faut être très précis dans le logos, dans la signification des mots et de leur teneur énergétique et des intentions que l'on envoie à l'univers. C'est comme quand on dit assez communément, mais en français c'est la même chose, en espagnol, en portugais, j'ai vu dans pas mal de sites et dans d'autres langues, en anglais notamment, guerrier de lumière, guerrier de lumière. On ne peut pas se battre pour la lumière. Ce n'est pas, enfin, je sais que c'est maladroit en quelque sorte, c'est tatillon peut-être de ma part, mais c'est un oxymore. C'est comme un glaçon chaud ou un feu froid. C'est comme, encore une fois, c'est comme le djihad. Le djihad n'est pas extérieur, ne peut pas être extérieur. Djihad en arabe signifie littéralement la lutte, le combat, mais plutôt dans cette pacification, dans cette idée justement de intérieurement de s'analyser pour étouffer en quelque sorte, neutraliser sa partie démoniaque pour exprimer la partie plutôt divine, lumineuse, etc., d'unité, d'union, etc., etc. C'est extrêmement important ce point. Alors, au-delà, alors comment lutter contre le diable? Ne pas l'ignorer, comme j'ai déjà mentionné, si tu te détournes du diable, le diable s'occupe de toi. Pourquoi? Parce que tu lui laisses des latitudes, en quelque sorte, des portes ouvertes, si on n'est pas hermétique, hein, et ancré et relié à l'unité divine, bon, constamment. C'est très difficile parce que ça demande une attention. Comme disait Baudelaire, la plus belle ruse du diable et de vous persuader qu'il n'existe pas. C'est Baudelaire, hein, c'est Fleur du Mal, etc. Comment dire, c'est un poète du spleen. Hein, je veux dire, c'est comme du Bellay, etc. C'est pas une personne qui est théoriquement religieuse en quelque sorte. Bon, bref, il a dit ça et c'est très important parce que en fait, ça émane en fait du siècle des Lumières, pour la faire simple, hein, les Voltaire, les Diderot, les Montesquieu, enfin les quatre, les Rousseau aussi, et on commençait en fait à vouloir s'affranchir en quelque sorte du poids des institutions religieuses obscurantistes de l'Inquisition, et on peut comprendre pourquoi. Et du coup, en fait, ils ont un petit peu dénigré le concept du diable, un petit peu comme si c'était des farces ou des fables, ou bien des contes pour enfants, un peu comme on aurait peur du loup, etc., pour faire en sorte que les petits gamins soient plutôt dociles. Alors, ça lui a en fait baissé en teneur. Alors en attention, certes, où on ne le crédite pas, mais aussi en parallèle, c'est ça toute la fourberie et la dangerosité du concept, c'est que, eh bien, il peut aussi avoir tendance à, vous n'êtes pas sur vos gardes, eh bien, c'est comme si, je vous dis n'importe quoi, vous êtes ivre, ou vous n'avez pas d'attention, vous pensez à autre chose, etc. Vous prenez le métro, vous n'avez plus d'attention sur vos poches, et quelqu'un vous fait les poches à ce moment-là. On fait diversion à ce moment-là. C'est exactement ce principe. Alors, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas parce que l'on traite de ce sujet qui est le Satan, du diable ou des égrégores, du mal, etc., que ça va nous attirer. Hein. C'est pas la force d'attraction parce qu'on a émis ce mot. Hein. Et je sais qu'il y a des gens qui sont dans la superstition. On avait ici encore, je parlais de ça en Turquie avec des jeunes pourtant hyper ouverts, etc. Ah non, non, surtout parle pas de ça et tout. Pourquoi? Parce que le gars était en train de boire des bières. Et je lui disais, mais attends, mais ça dépend de l'ouverture de ton cœur. Si t'es dans l'amour, etc., il n'y a pas de raison. T'es hermétique, tu ne lui laisses pas de place. Bon, bref, la peur génère ça, etc. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on traite de ce sujet que on le crédite, encore moins non, parce que se manifeste. On dit, voilà, moi, par exemple, je fais une clé sur le mal. J'ai écrit un livre, alors sur le mal dans l'absolu, parce que c'est plus large que ça, la dictature du bien. Je remettrai encore les références, mais ça va plus loin. C'est justement, c'est de montrer une vigilance, de comprendre les fonctionnements, les mécanismes pour essayer d'identifier un problème et notamment tenter de savoir y remédier ou tout au moins de savoir agir face à ça. Alors, oui, bien entendu, un écrivain de serial killer n'est pas un psychopathe en souffrance, à bon entendeur, salut. Alors,
autre point, bien entendu, je vous ai dit, c'est très délicat, c'est d'emprunter avec le diable, c'est la voie du milieu. C'est-à-dire, et je vous ai dit, c'est vraiment le funambule, c'est ne pas le voir partout, parce que si vous le voyez partout, ah c'est pas bien, ah c'est mal, c'est ceci, c'est cela, ah tous pourris, tous des cons, etc. Et bien vous faites quoi? Vous créditez cet égrégore, pardon, de mal à travers quoi? L'aigreur justement, la haine, le ressentiment, le jugement, etc. Basse vibration, vous êtes son suppôt, hein. Vous êtes, voilà, vous lui donnez entre guillemets du combustible, hein, du bois pour brûler. Et d'autre part, enfin, c'est vraiment cette idée de la beauté dans l'œil de celui qui le regarde et bah, la laideur est aussi dans l'œil de celui qui le regarde. Je le dis assez souvent. Quelqu'un qui aurait des œillères, enfin, pour des raisons qui sont les siennes, hein, il a pu être traumatisé, il peut être en colère, etc., etc. Et bien, il va lire Le Petit Prince. C'est super mignon, c'est beau, c'est plein, rempli de fraîcheur. Et bien, il dira c'est de la merde, c'est de l'aigreur. Enfin, il verra de l'aigreur là-dedans, donc ou de la manipulation, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Plus tu regardes l'obscurité avec insistance, et plus l'obscurité te regarde par ombre projetée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est une autocréation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez le mal partout, eh bien, le mal vous le retourne en effet boomerang, bien entendu. Alors, d'où le bon dosage, j'insiste, entre cette voie du milieu, ne pas voir tout mal, ne pas voir non plus béni oui, bisounours, tout en rose nécessairement. C'est un bon dosage, c'est comme un funambule, et le moindre coup de vent, vous pouvez trépasser ou tomber tout au moins. Alors, comment le neutraliser? En ne le créditant pas avec des basses vibrations. Hein. C'est simple, hein. Les basses vibrations, je vous ai dit, c'est le jugement, la peur, la haine, le ressentiment, la jalousie, l'aigreur, la comparaison négative, j'entends. Se comparer, c'est pas négatif en soi. Bon, toutes ces basses fréquences, d'accord? Et autre point, forcément implicitement, mais je voulais le scinder, à ne pas créditer des basses vibrations. Et comment le repousser ou tout au moins le mettre hors de portée de nuire? Tout simplement en rayonnant de la lumière, c'est-à-dire l'unité, l'amour, la compassion, la gratitude, toutes ces belles fréquences. Pourquoi j'ai fait 2 clés entre la 20 et la 21, la 40 et la 41e clé, avec comment élever ses vibrations, donc 30 clés plus x2, donc ça fait 60 outils pour élever ses vibrations, être heureux dans l'harmonie et tout, eh bien c'est pour ça. C'est pour ça, parce que c'est un plaisir aussi d'être bien dans la complétude, mais aussi pour être hermétique, pour être une forteresse par rapport à cette potentielle menace. Alors, au-delà, le tourner en dérision également. Alors ça c'est très pernicieux, très difficile parce que le danger à l'humour, il y a 2 types d'humour, c'est ce qui est expliqué dans l'ouvrage. Il y a l'humour gentillet, c'est-à-dire on s'amuse, hein, c'est de l'amusement, c'est de la légèreté, c'est du détachement, etc. Et puis il y a de l'humour sarcastique pour faire mal, hein, on sait très bien. Donc si on est dans ce schéma de le tourner en dérision comme genre un peu potache, rigoler de sa figure, et ça le liquéfie en quelque sorte. Mais si c'est dans le cas de le ridiculiser, eh bien là encore une fois, on le crédite à nouveau. Donc c'est très pernicieux, j'éviterai entre guillemets. Alors, et dernier point, en fait, c'est lui rappeler, encore une fois, là on est sur le personnage du diable, mais on va passer sur des choses plus matérialistes, enfin concrètes j'entends, c'est de lui rappeler qu'il a été, selon les mythes, les légendes et les spiritualités, le plus lumineux des anges. Donc en fait, mais c'est plus subtil que ça, parce que c'est en fait une technique africaine, dans des tribus reculées, qui plutôt, quand une personne s'égarait du droit chemin, en quelque sorte, qui commettait des méfaits, on venait pas le fustiger, on venait juste lui rappeler ce qu'il avait été de plus beau, de plus lumineux, pour le rappeler à lui-même. Et je dois vous avouer que moi j'ai des personnes pour lesquelles, qui me considèrent, ils ont une vision de moi qui est très haute, et c'est vrai que des gens avec, si vous êtes énervé, etc., si vous êtes à leur contact, ils vous rappellent la meilleure version de vous-même en quelque sorte. Donc, je dis pas que c'est artificiel, c'est juste qu'on est dans une on est des êtres pluridimensionnels, et aussi rien que dans nos facettes, dans la personnalité. Bon, bref, je pense que vous aurez compris. Très important, je finirai sur ce point et après on passera à des considérations bien plus quotidiennes. Elle figure en préface et puis dans l'ouvrage, parce qu'elle expliquait la dictature du bien. L'illusion de séparation nous a fait croire que Dieu et le diable étaient des personnes extérieures à l'homme, alors qu'ils cohabitent tous deux en potentiel en chacun, prêts à être révélés ou activés au plus profond de son cœur ou dans ses plus sombres abîmes. J'insiste parce qu'en fait,
Avant, je schématise, hein, mais avant cette révolution de la pensée d'il y a 50 ans, mais enfin qui fait partie de tous les ésotérismes, on va dire que Dieu est dans les nuages extérieurs, il juge le barbu, etc. Bon, je schématise évidemment. Hein. Grâce à cette révolution des esprits, alors dans les ésotérismes et parties cachées des religions, ça a toujours été présent depuis le début de l'humanité. Hein. C'est le vrai message d'ailleurs. Hein. Enfin, l'un des vrais messages. Ensuite, bon, on va dire que de plus en plus, si vous côtoyez, vous regardez dans les réseaux sociaux, les partages de spiritualité, les gens ont même adhéré au fait qu'il est en tout et partout, c'est-à-dire qu'il est oui, aussi dans les nuages, il est dans le cosmos, il est dans la nature, il est dans la volonté de s'expanser, comme on l'a vu dans la clé précédente sur 4 volets de Dieu, et notamment dans la science. Hein, c'est-à-dire que tous les scientifiques, les plus grands scientifiques, les Einstein, les Schrödinger, je vais pas tous les refaire, les Rosen, les Max Planck, etc., sont croyants. Okay, mais pas dans la superstition, parce que voilà, ils voient des choses tellement extraordinaires dans la science et dans la biologie et dans l'astronomie, etc., qu'ils se disent que c'est difficile de ne pas croire. Voilà, petit aparté close. Donc, mais quid du diable? Quid de cette entité négative, méchante, qui fait partie de notre quotidien? On le voit, allumer la télé, il n'y a que ça. Regardez l'histoire, ça n'est truffé que de ça, hein, littéralement. Est-ce que l'homme est bon? Bah ça, on se posera la question sur le dernier volet. Naturellement, j'entends, avec ce fameux Rousseau, l'homme n'est bon et la société le corrompt. On remettra ça en question. Et puis, au-delà, en fait, c'est se dire, oui, on a un potentiel démoniaque en chacun de nous. Nous avons des ombres, nous avons un potentiel de destruction comme de construction. L'admettre, ça ne veut pas dire l'activer. L'admettre, c'est déjà un premier pas de l'apaiser en quelque sorte. Je vous ai dit, j'ai épousé bon nombre d'ombres en moi-même et ça m'a vraiment détendu. Véritablement. Parce que de tenter de mettre des pulsions de temps en temps quand vous êtes énervé, eh bien non. La clé 32 rappelle bien, lâchez prise, hein, d'énerver votre colère, crier un bon coup, gueuler, etc. Tout le monde est humain. Même des grands illustres, des prophètes, etc. ont pété des câbles à des moments. C'est humain, j'insiste. Alors, allons à des considérations plus simples, plus quotidiennes. Comment gérer le mal? Alors déjà, en nous. Alors, comment gérer ses propres mauvaises ondes, hein? Votre mal, notre mal. Alors, moi je vous conseille, hein, c'est les conseils des techniques, ne rien attendre de personne. Comptez uniquement sur vous. Hein. Comme ça, bah, on n'est jamais déçu, hein, très honnêtement. Comme disait Einstein, si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes, ni à des choses. Ça ne veut pas dire je suis tout seul, cavalier seul, je ne fais confiance à personne, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, au mieux, vous êtes agréablement surpris. Alors, c'est le deuxième point, c'est ne pas partir de haut et être déçu, mais partir de l'inverse. Partir de zéro et au mieux, vous êtes agréablement surpris. Je vous dis, moi je me suis appliqué ça notamment dans le boulot. Hein. Quand je bossais en Chine, j'en avais marre d'être déçu sans cesse, entre autres, hein, pas qu'en Chine. Et je me disais, en fait, non mais... revois tes critères à la baisse. Et donc je suis parti de zéro et à chaque fois je dis ah tiens, bah finalement pas si mal, etc. Et ainsi de suite. D'accord? Donc bon, c'est un conseil comme un autre. Ne pas ruminer. Ruminer, c'est un terme horrible. C'est comme les ruminants, hein, les vaches. C'est quoi? En fait, c'est vous faites des boucles dans votre tête. Je l'ai fait hein, quand j'étais en nuit noire de l'âme, etc. Quand j'étais tout seul, interdit de voir mon bébé pendant 4 mois alors qu'il avait 6 mois. Oui, j'ai pesté, oui, j'en ai voulu. Et en plus, je n'avais plus d'intérêt à rien. Donc forcément, j'étais en boucle dans ma tête et j'en avais marre. J'avais envie en fait de switch off, quoi, éteindre. Je faisais des cauchemars la nuit. Enfin, j'avais pas de moment de serein de pause en fait, en quelque sorte. Bon, bref, petit aparté. Ruminer. Donc en fait, vous êtes dans un vase clos. Et pourquoi c'est dangereux? Tout simplement parce que on sait très bien que dans les voies neuronales, plus vous empruntez, c'est comme si vous passez tout le temps ici, d'accord? Eh bien, vous allez faire un chemin. Ok, vous passez sur une pelouse, parc public, etc. Eh bien, vous allez faire un chemin. Eh bien, pareil au niveau neurologique, c'est-à-dire neuronal, pardon. Plus vous empruntez des voies, c'est-à-dire dépression, des trucs négatifs, eh bien, plus elles vont vous être suggérées. Un peu comme si vous tapiez les moteurs de recherche et votre historique avec les algorithmes va toujours vous proposer les choses qui viennent du passé. Eh bien, c'est pareil. Au niveau de la neuroplastie, de tout ce qui est neurosciences, au-delà, en fait, de la neuroplasticité, c'est placebo, nocebo. Nocebo, je me nuis, placebo, je guéris. C'est-à-dire, je suis positif, bon état d'esprit, eh bien, je vais impacter mon ADN et tout mon corps, mon métabolisme, ça aura un impact positif et
l'inverse est également vrai. Donc, éviter de ruminer. Le détachement, faire abstraction du jeu, et considérer la vie comme un jeu de rôle, une pièce de théâtre. C'est-à-dire, ah bah lui, il fait bien le rôle du sale con. On est tous le con de quelqu'un, c'est juste pour essayer de comprendre. Hein. Le bon patron qui est petit roquet, qui veut juste, parce qu'il a un problème d'ego, alors il frime, il se la pète, et il veut en imposer aux autres, etc. etc. Eh bien, ça c'est en quelque sorte, vous pouvez vous en amuser, c'est drôle, ça veut dire qu'il est encore dans ce schéma mal dominant, etc., etc. Bon bref, je me réfère à plein d'autres clés, hein, c'est pour ça que je vais vite un peu. La notion de miroir, en fait, c'est un constat, en fait l'univers est sans cesse, je vous citerai tout à l'heure une phrase que j'ai déjà évoquée de Bam Sheltoff, qui explique bien que la vie est un miroir et en fait la rencontre du monde à travers les gens vous indique à quel point vous en êtes par rapport à ce comportement. Comme je vous ai déjà dit, si vous êtes ulcéré par, je sais pas, moi je l'ai été longtemps par tout ce qui était, j'ai été traumatisé depuis mon enfance, depuis que j'avais 5 ans, par tout ce qui était trahison et notamment justice et tout, et à travers même amoureuse, hein, tromperie, hein, l'adultère, etc. Eh bien forcément, jusqu'à peut-être 25 ans, des mots, quand quelqu'un disait ah il l'a trompé et tout, ça me rendait mal en fait, ça me faisait, alors que c'était pas moi qui étais impliqué, c'était par empathie certes, mais c'est aussi parce que, encore une fois, si ça n'avait pas été mon épiderme s'il est brûlé, vous pouvez me faire une caresse ou autre, je sais pas, ou simplement quelqu'un qui me fait une petite tape dans le dos ou qui juste me pousse pour me décaler dans le métro, eh bien je bondirai si j'ai des coups de soleil ou si je suis brûlé, c'est pareil en fait. Donc de voir où vous en êtes, est-ce que vous êtes en paix par rapport à ce concept. Bon, aujourd'hui, c'est pas que je m'en fous quand j'entends des gens qui se font tromper et autres, c'est pas ça, c'est que je le vis totalement normalement, c'est-à-dire je suis détaché, bon bah ça fait partie de la vie, c'est triste pour la personne, etc. Mais ça ne, comment dire, ça ne m'empêche pas de vivre comme c'était le cas à l'époque et ça me traumatisait. Alors l'empathie, c'est comprendre aussi en fait les comportements des autres. L'empathie, c'est véritablement, je sais que bon, ça intéresse pas beaucoup de monde, j'en ai parlé dans les vidéos, je l'enseigne à Bali, dans la nouvelle école du futur, etc. Enfin évolutionnaire, révolutionnaire. L'empathie, c'est la capacité à se projeter dans la complexion de l'autre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire même à l'extrême, et je vous ai dit que j'ai fait ce travail depuis des années restitué dans Dictature du bien, sur les dictateurs. J'ai essayé de comprendre pourquoi on était arrivé à ce point. Quelle était cette souffrance qui les animait? Eh bien, souvent, c'est ce que je vous ai dit, ça émane de quelque chose de l'enfance, des traumatismes, etc. En fait, le mal n'est jamais généré volontairement, à part cas extrême, mais très rarement généré par quelque chose de jouissif, de pervers, à part pour les psychopathes, mais c'est vraiment une minorité, mais en général, c'est une souffrance. Ou bien c'est des gens qui ont l'impression de faire le bien. N'importe quel extrémiste a l'impression de faire du bien. Véritablement, il pense qu'il fait bien son rôle. Donc essayez de comprendre ça déjà. Donc ça permet, non pas peut-être d'excuser tout, mais ça permet déjà de se détendre par rapport à vous-même. Alors, la respiration cardiaque, alors c'est-à-dire, bon je vais pas les refaire, hein, mais la respiration alternée avec des moments 5 inspire, pause 5, 5 expire, etc. Vous avez toutes ces explications dans la clé 23 sur la respiration. La clé 23 bis ou prime, c'est carrément une méditation guidée qui vous permettra des hyperventilations pour justement être plus en paix et repousser justement tout ce qui est mauvaise onde en vous. L'autosuggestion aussi, la méthode de Coué, c'est-à-dire se répéter inlassablement des suggestions, je suis bien, je suis en paix, etc. Ça fonctionne aussi, ça devient une seconde nature. C'est le principe de la reprogrammation, clé 35 ou 37, je ne sais plus. L'auto-hypnose, pareil, clé 35-37, je donne les techniques, je vous les donne. Il suffit juste que vous lisiez enregistré vous avez déjà un audio, mais je donne aussi la technique et le document pour faire en sorte que vous pouviez l'enregistrer, le lire et l'enregistrer avec votre propre voix. Sinon, vous écoutez ma voix. Et évidemment, je ne cesserai de dire, toutes les clés qui sont liées au bonheur permettent aussi de repousser le mal en vous, en nous. Alors, deuxième point, comment gérer la haine des autres? Là, c'est plutôt, alors là, au départ, c'était la haine, le mal en quelque sorte, hein, le mal dans l'absolu, en émission, vous, par rapport à ce mal. Et là, on est plutôt dans la réception. Alors, comment déjà, visualiser, ça c'est un rituel de protection, par exemple, faire une petite méditation et visualiser une certaine, comme un bouclier de lumière, c'est-à-dire une boule de lumière.
et vous là, ou un torus si vous êtes capable, en mouvement, hein, dans un sens, dans un autre, et vous le visualisez pas très longtemps, 5 minutes, etc. Ou même si vous êtes un peu, je sais pas, vous vous sentez dans l'insécurité dans le métro, fermez les yeux, faites comme si vous dormez, et puis vous visualisez ce torus, par exemple, ou enfin cette boule de lumière, par exemple. Alors, réciter un mantra, alors ça peut être religieux, ça peut ne pas l'être, hein, c'est je suis en paix, je sais pas, ou je sais pas, par exemple, on a un qui est, alors je vais pas vous le dire en arabe, mais je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le lapidé, eh bien c'est en islam par exemple. Je sais pas, les chrétiens utilisent peut-être un je vous salue Marie, un Notre Père, qui vont permettre, mais si vous y croyez, si vous n'y croyez pas et que c'est juste spalmodier, c'est-à-dire on récite comme ça, on pense à autre chose, aucun intérêt. Mais je sais pas, où ça peut être des mantras comme Om, et vous répétez, ça vous apaise, etc. Ou je suis en paix, ou je suis calme, reposé, etc. Et vous le répétez, ou vous invoquez Dieu, je ne sais pas, Dieu protège-moi, ou je suis en protection avec Dieu, etc. Enfin, peu importe. Faites à votre sauce, encore une fois. La compréhension des mondes projetés. Encore une fois, souvent la vie n'est qu'une réverbération, un miroir, et nous avons des ombres projetées. Nous avons tendance parfois à juger les autres, à avoir l'impression qu'il y a une agression et que c'est pas forcément. Moi je me souviens, il y a un commentaire sur un site sur les hypersensibles où le gars disait ouais j'en ai marre de l'humanité. Le gars il faisait une crise parce qu'il était hypersensible et il expliquait son truc où en gros il y avait des dames, il était au lac Léman et il y avait des dames qui rigolaient et donc il a tout de suite pris en parano qu'elles se foutaient de sa gueule. Bon, il n'y avait absolument rien qui transpire aussi bien, elles l'ont absolument pas vu, calculé, c'est juste que lui était dans sa parano, etc. Du même ordre que je vous ai déjà expliqué, la jalousie, quand quelqu'un est jaloux, juste un sourire comme on sourirait à n'importe qui, eh bien ça se transforme tout de suite en un truc interprété dans notre tête. Hein. Donc il faut faire attention aussi à ça. Alors, ne prenez rien personnellement. Ne prenez rien de personnel, ça c'est l'un des 4 piliers, 4 accords Toltec, il y en a un 5e, c'est le discernement, extrêmement important. Ne rien de prendre personnel parce que souvent c'est un problème de la personne avec elle-même et non pas c'est une agression parce que c'est un cri de SOS. Donc ce n'est pas envers vous. Vous incarnez juste quelque chose, un miroir qui lui fait réagir comme tel. Ça permet aussi de se détendre, parce que ce n'est pas personnel. La technique africaine, je vous l'ai dit, de la tribu qui par exemple, va voir quelqu'un, lui rappelle les bonnes choses, ça permet. Quelqu'un qui vous agresse, vous pouvez très bien comment dire, le rappeler à la raison, c'est-à-dire gentiment en disant ah bah qu'est-ce qui se passe, t'as mal dormi ou enfin je sais pas pourquoi t'es agressif comme ça ou d'habitude t'es pourtant super sage ou machin et la personne ah ouais d'habitude je suis sage donc l'ego va un petit peu reprendre le dessus. C'est vrai que j'ai plutôt cette tendance à être d'habitude bienveillant, etc., etc. Alors évitez aussi, hein, ça c'est le mimétisme, évitez les ambiances systématiquement des parasites, c'est-à-dire des personnes toxiques et des environnements de rabat-joie, qui rabattent la joie. En fait, pourquoi le mimétisme? C'est l'impact, c'est un peu comme si vous étiez un caméléon et que vous alliez infuser entre guillemets, enfin c'est plutôt dans l'autre sens, vous alliez incorporer les ondes de votre environnement. Si vous êtes de nature positive et que partout dans vos amis, votre boulot, etc., votre environnement, tout le monde est négatif, il y a de grandes chances que vous succombiez au bout d'un moment, hein. C'est logique. Donc faites attention, faites peut-être le ménage, je vous dis pas d'aseptiser, d'avoir que des gens bénis oui, c'est pas non plus l'idée. Alors dans les personnes toxiques, comment procéder? Eh bien, les identifier, mais les identifier comment? C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez mettre des pourcentages, quelle fréquence ils le sont. Alors la fréquence déjà, est-ce que c'est souvent, c'est ponctuel, c'est toujours, ou bien selon des critères, avec un pourcentage. Je vous donne, encore une fois, c'est pas besoin de prendre des notes, c'est pas vous faites un PowerPoint, et c'est pas école de commerce académique, hein, ce que je vous dis, c'est juste au feeling. Par exemple, des gens qui sont égocentriques, des gens qui veulent toujours avoir raison. Regardez, donc égocentrique, lui, ouais, il est quand même genre, je sais pas, à 50%, donc la moitié du temps. Enfin, à 50% emporté, pardon. Et puis, il l'est aussi très fréquemment. Ok, 70% du temps, par exemple. Bon, égocentrique, avoir raison tout le temps. Il y a des gens qui veulent toujours avoir raison. Et ils n'admettront jamais, là, c'est des combats vains, ça sert à rien. Dans l'agression, toujours à tendance à rabaisser les autres. Les envieux.
hein. Ceux qui sont critiques, critique, crisis, ça veut dire trier, hein, positif, négatif. Les pessimistes, hein, ceux qui sont toujours Calimero. Ceux qui sont dans le manque d'attention, ceux qui sont dans la victimisation. Okay, ce sont des gens qui prennent en otage souvent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider son prochain, c'est pas ce que je dis, mais si c'est systématiquement et que c'est leur seconde nature et que ça fait 30 ans que vous les connaissez et ils sont toujours comme tels, peut-être préservez-vous. C'est ce que je veux vous dire, ou tout au moins, essayez d'entreprendre tout ce que vous avez et puis essayez d'aider les gens, mais dans ce sens. Alors, l'idée après, c'est de voir le lien de près ou de loin. Est-ce que c'est des gens de votre famille? Est-ce que c'est votre conjoint, votre conjointe, votre petit ami, des amis et voir la notion de dépendance aussi. Hein. On l'a vu avec les pervers narcissiques. Dans l'amour, c'est difficile. Hein. Alors, la communication non violente, extrêmement important. La communication non violente, j'en ai parlé dans l'empathie, avec les 48, je crois, de mémoire. C'est quoi? C'est assez simple. La communication non violente, en fait, vous présentez vos besoins et vos perceptions. Besoin, j'aimerais que tu fasses ça à l'avenir, je sais pas, tu débarrasses la table ou tu m'aides à faire un peu la vaisselle. Besoin. Et votre ressenti, c'est-à-dire votre perception. Tu sais, quand tu te lèves comme ça et tu vas directement dans le salon et que tu m'aides pas, j'ai l'impression que tu me prends pour une boniche, quoi. Enfin, vous ne dites pas comme ça forcément, mais voilà. Donc vous exprimez votre ressenti, ce qui vous gêne, mais gentiment, hein, pas besoin de péter des assiettes, et aussi ce que vous aimeriez. D'accord? Vos besoins, vos aspirations. La personne fera la même chose. Écoute, j'en suis complètement désolé. Moi, je suis plutôt d'avis de le faire le lendemain matin parce que moi, le soir, je rentre du boulot, je suis fatigué. Donc, la personne vous expliquera son ressenti. Moi, je pensais que tu aimais bien faire la vaisselle. Je pensais que c'était ton hobby. Joke. Blague, bien entendu. Voyez. Puis il va vous expliquer, moi je l'ai ressenti comme ça, je l'avais pas du tout vu, je suis un peu bourru, il va pas vous dire ça, mais j'avais pas capté que ça te dérangeait, donc moi je pensais que tu aimais bien, que c'était un petit peu ton moment, ton sas de décompression. Moi j'ai le mien, je me mets dans le canapé, je suis bien, je reviens du boulot, je suis fatigué, je préfère le faire le lendemain matin par exemple. Ok, eh bien, il y a la perception des deux, et puis il y a les besoins des deux, et voilà, et on s'arrange. Et ça, je vous assure que l'enseigner assez simplement dans les écoles, à l'échelle de la planète, et des dirigeants, etc., eh bien je vous jure que on rentre, et même au sein d'une entreprise, au sein de n'importe quel cours d'école, etc., ça changerait littéralement, la vie tout simplement. Alors quelques conseils, quand vous êtes en colère ou que vous voyez la colère, ne pas s'identifier à cette colère. C'est comme un orage, ça passe, hein, ça va passer. Donc la vivre, c'est-à-dire la laisser passer, c'est-à-dire pas lutter contre hein, c'est comme là je vous réfère à la clé 32, c'est-à-dire c'est lâcher prise, c'est péter un cap, ça veut dire en fait parce que si vous arrêtez une colère, c'est comme de pleurer. Non, j'invite les gens à pleurer au maximum, jusqu'à épuisement en quelque sorte. Du même ordre que, excusez-moi du parallèle, mais c'est comme si vous avez très envie de pipi et que vous commencez à uriner dans la nature et quand quelqu'un vous surprend et vous arrêtez. Et c'est très dur de s'arrêter. Eh bien, c'est pareil. Quand vous avez besoin de lâcher cette colère, eh bien lâchez-la. Ça veut pas dire défoncer quelqu'un, évidemment, mais il y a des techniques. Alors, en voilà une. Par exemple, c'est d'hurler, mais faites-le sous l'eau, parce que sous l'eau dans le lavabo, par exemple, ça marche très bien parce que ça évite que les voisins pensent qu'il y a un meurtre, évidemment. Donc ça, je vous jure, en plus, vous ne pétez pas les cordes vocales, ça marche super bien. Ensuite, si vous avez un punching ball ou un sac de frappe ou un truc, ou un oreiller, peu importe, tapez. Moi, à Shanghai, j'en avais un aussi à Bali, ça me faisait du bien. Bon, là, ça me manque un peu, je plaisante. Mais non, ça fait du bien, ce n'est pas grave, la violence fait partie de nous, hein, et c'est lui donner un petit os à rogner, entre guillemets. Hein. Ne pas contenir ses émotions, les embrasser, les laisser passer, et ensuite vous êtes déchargé, c'est ça cette idée. Ensuite, autre technique, c'est aller par exemple courir comme un dératé, mais jusqu'à ne plus en pouvoir. Mais comme un dératé, ça veut dire que je pense qu'au bout de 500 mètres, vous êtes épuisé. Et vous allez voir, très étrangement, on est quand même beaucoup plus détendu. L'hyperventilation, je vous l'ai dit, déjà expliqué. Vous pouvez le faire comme tel, ou vous pouvez faire des... Vous faites ça pendant 1 minute, 2 minutes, etc. Et vous finissez par une grande inspire et vous retenez votre respiration le temps que vous souhaitez, vous pouvez, etc. Et vous allez voir que vous allez être déjà bien plus détendu. La preuve en est, quand vous êtes énervé, par exemple, il m'énerve, il m'agace.
et on finit comme ça. Pourquoi? Pour remettre à niveau en fait. Donc voilà, ce sont des techniques, il y en a plein. Aussi, n'essayez pas d'être la perfection, elle n'est pas de ce monde, d'être aseptisé. Ah non, je m'énerve jamais. Bon, bah, vous n'êtes pas humain. Bonjour monsieur, vous êtes un robot. Écoutez-vous. Ça ne veut pas dire mettez-vous des quotas. Ah tiens, aujourd'hui, à 10h30, dans mon planning, je vais me péter un petit câble, quoi. On est bien d'accord que non, c'est le bon dosage, je pense que vous avez bien saisi. Alors, comment gérer sa propre... Alors, c'est encore différent, hein, tout ce que je vous ai dit, la haine, le ressentiment, les mauvaises ondes dans ce sens. Il y a aussi tout ce qui est jalousie, envie, critique. Hein. Pourquoi? Parce que ça plombe littéralement l'humanité aujourd'hui avec ce besoin de changer, ce besoin de transition, ce besoin d'accoucher d'une nouvelle civilisation, humanité, individualité aussi. De pas toujours être dans le jugement, la critique négative, etc. Ah, c'est de la merde, c'est con, on a déjà essayé, etc. Parce que franchement, je vous dis ça, prenez des personnes comme ça en tant que chef d'entreprise, je le sais, des personnes parasites négatives, elles peuvent être très très bonnes. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Hamilton. Vous mettez une personne excellente et puis qui est arrogante et qui est toujours dans la critique, qui se fout de la gueule de tout le monde et qui dit oh, c'est débile ça, machin. Eh bien vous, littéralement, vous annihilez, vous détruisez toute la spontanéité. Et on le voit dans ce qu'on appelle un brainstorming, c'est-à-dire sur un sujet, tout le monde est invité à prendre la parole et sans filtre. C'est-à-dire on s'en fout si on dit n'importe quoi, on rigole, etc. et on passe à autre chose. Surtout, on ne se réfrène pas en fait. Eh bien, si d'aventure quelqu'un dit bah, c'est débile ce que tu dis, oh, c'est vraiment de la merde, eh bien, bah, vous pouvez être sûr que toute spontanéité est détruite. Donc, et du même ordre que la bienveillance. Encore une fois, moi, quand je vois des gens me mettre les commentaires, c'est de la merde ce que tu dis, ou tes livres, c'est... Mais putain, mais projetez-vous. Donnez un livre, une vidéo, etc. Mais pour tout le monde. Même un film. Le gars qui a fait un film, il a passé des heures et des heures. Et surtout quand c'est gratuit. Mais tu n'aimes pas, passe ton chemin. Ça ne me viendrait pas à l'idée. J'envoie des vidéos, j'envoie plein de commentaires, je trouve, qui ne correspondent pas à mes vibrations. Je pense même parfois que c'est erroné, etc. Je vais arriver et défoncer les gens. Mais qu'est-ce que ça m'apporterait? À part si j'étais vraiment dans une grande souffrance et que je voulais la partager comme une patate chose. Encore une fois, je vous dis, la bienveillance, elle est nécessaire. C'est pas un truc, c'est pas un substitut. C'est un principe qui va nous permettre véritablement de passer à autre chose. Et c'est pas des petits bonhommes venus du ciel ou des anges, etc. qui vont nous y conduire. C'est nous-mêmes, encore une fois. C'est ça, embrasser, hein, ça part d'ombre. Alors, oui, gérer sa critique. Alors, avant de critiquer ou de jalouser, ce qui est important, c'est de faire son autocritique. Alors, la Bible, hein, Jean 8, 7, celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Avant de regarder l'œil, la brindille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans la tienne. Hein, l'autocritique, ok? Parce que je vous dis, les pervers narcissiques, la plupart du temps, sont excellents dans l'art de la critique, de rabaisser les autres, et puis ils ne s'appliquent pas ce qu'ils disent la plupart du temps. Hein. Et je vais vous dire un truc, allez, on se lâche un peu, je m'en fous. Dans la spiritualité, je vous dis franchement, alors anglo-saxon c'est un peu moins vrai, mais francophone, mon Dieu, mais spiritualité paradoxale. Incroyable, il y a peut-être 80% de gens qui sont absolument irrespectueux. En fait, devant la caméra, ah c'est namasté, trop gentil, etc. Et en réalité, dans les coulisses. Donc, bon, encore une fois, c'est peut-être ponctuel, j'en sais rien. Mais je me dis, waouh, il y a du boulot encore. Et pour nous tous. Hein. Et je m'inclus dedans, hein, c'est-à-dire, mais la bienveillance, répondre aux gens, je sais pas, enfin, c'est ça en fait que parfois j'ai encore du mal à saisir, c'est comment on peut avoir des beaux discours et en parallèle, et encore une fois je vous dis, c'est pas que les politiques, c'est à la fois les gens dans la spiritualité et que ce soit des gens qui font des conférences, qui ont des grandes chaînes, etc. Et ou même des gens qui passent leur temps à faire ça et qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à critiquer, à faire du bashing, à faire, je pense que vous aurez bien compris. Alors justement, regardons cette magnifique phrase de Baal Shem Tov, c'est un grand juif mystique, Haredim ou Hasidim, je ne sais jamais. L'homme à côté de toi est ton miroir. Si ton propre visage est pur, l'image que tu perçois sera aussi parfaite. En revanche, si tu vois un défaut dans l'homme à côté de toi, c'est ta propre imperfection que tu découvres. Il t'est montré ce que tu dois corriger sur toi. Donc c'est cette notion de la vie nous apprend sur nous-mêmes. Alors les jeux de miroir, qu'est-ce qui n'est pas réglé en moi? Quand je ressens de la part des autres, on a vu par projection de l'autre quelle est sa complexion, pourquoi il m'attaque comme tel, mais qu'est-ce qui n'est pas réglé en moi?
Si on m'attaque, j'en sais rien, en me disant, bon, moi j'aime pas la calomnie, je supporte pas de mettre en doute des choses quand on m'insulte, qu'on me dit je fais du social pour me donner une bonne conscience ou parce que ça me fait mal au cœur. Je vous dis franchement, si vous voulez me faire du mal, allez-y, faites-le parce que je suis pas hermétique à ça. Ou je sais pas quand on dit, enfin bon bref, mais je pense qu'on est tous comme ça un petit peu. Mais si je sais pas, on met en doute, je sais pas, ma fidélité ou des choses comme ça, oui, ça me fait chier. Je sais pas si, enfin encore une fois, on est humain. Bon bref, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que quand on me dit, par exemple, je vous dis franchement, quand on me dit non, mais en fait tu vibres pas Dieu, on me l'a dit encore il y a pas très longtemps, tu vibres pas Dieu, tout ce que tu racontes là c'est n'importe quoi. C'était un commentaire sur chaîne YouTube, c'était il y a pas très longtemps, direct, donc ça c'était très drôle d'ailleurs. Le gars arrive en mettant, pseudo bien entendu, tu racontes n'importe quoi. Bon déjà quelqu'un qui commence comme ça, je me pense que tout ce que tu racontes tu l'as pas vécu, tu l'as lu. Bon ok, qu'est-ce que je peux te... Puis je suis conscient que j'ai 2 ans, je ressens Dieu, est-ce que je vais me forcer, j'ai besoin de me justifier, je lâche à faire, qu'est-ce que je vais commencer? Et pourtant je me suis pris la tête, elle lui a renvoyé un laïus et il a évidemment tout effacé après. Bon, encore une fois, la confiture au cochon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et c'était rigolo, il y a un moment j'ai fait pour le best-of ou le worst-of, il mettait ouais, t'as mis 30 ans pour t'éveiller, moi en 3 heures, en 3 ans, c'était réglé et en plus connexion avec la source divine. Ok, bon écoute, bravo que je te dise. Je pense que vous aurez compris, ego spirituel à fond, mais c'est plutôt là-dessus, honnêtement, j'ai même pas envie de jouer la guéguerre. Je lui ai dit, va pisser plus loin, va te battre contre toi-même. Bon, je pense qu'il ne comprendra pas, ou peut-être un jour, je m'en fous. Mais en l'occurrence, encore une fois, c'est pas que je veux avoir raison, c'est que là-dessus, vous pouvez m'attaquer sur le fait, tu connais pas Dieu et tout. Peut-être je connais pas Dieu, j'ai une impression de le ressentir depuis que je suis enfant. Peut-être je me trompe, peut-être que tout ce que je dis, c'est bidon. Bon, écoutez, là-dessus, ça me touche pas en tout cas. Bon, juste pour comparaison. Quand je ramène à moi, c'est parce que justement, je suis la personne que je connais le mieux, donc évidemment, je peux partager un peu. C'est un peu l'idée. Essayer d'analyser, de diagnostiquer l'origine. Alors, est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que c'est les traumas? Est-ce que c'est les comparaisons? C'est les complexes d'infériorité, des projections, etc., etc. Alors, focaliser sur ses propres défauts et ses ombres nous permet d'être plus tolérants aussi. Je vous assure, de se dire bon, c'est vrai que moi aussi de temps en temps je fais de la merde quoi. Je suis un peu ronchon, je suis un peu con. Ouais, c'est vrai que là ça arrive de temps en temps, on a un a priori sur quelqu'un, un préjugé, puis finalement on se dit waouh, franchement j'ai été quand même assez con là-dessus. Et merci Dieu, l'univers de m'avoir ouvert les yeux, etc. Bon, voilà. Donc de voir un peu ses propres parts d'ombre, ses faiblesses en quelque sorte de temps en temps, permettent peut-être d'être plus tolérant. Alors c'est comme une jauge, gérer la vanne, c'est un peu comme une gymnastique. Essayer de réduire au maximum des pensées négatives, de critiques, etc. Si vous avez l'impression systématiquement vous allez critiquer les autres, réfrénez-vous, mettez-vous un quota, je sais pas, jouez avec vous-même, dites-vous tiens aujourd'hui j'ai le droit à 5 critiques ou à 10 critiques, j'en sais rien, faites ce que vous pouvez. Mais et là, vous allez voir, je vous jure, parce qu'en fait, malheureusement, si quelqu'un est tout le temps en train de critiquer, etc., avoir le mal et langue de pute, je suis désolé, il ne peut pas être véritablement dans un profond éveil d'amour, de pureté, etc. Encore une fois, on peut tergiverser, théoriser, etc., mais c'est de l'énergie, encore une fois, tout ça. Alors, essayez de rationaliser encore la critique, la jalousie ronge, elle baisse vos vibrations littéralement, c'est une maladie, l'aigreur, ça crée des maladies et l'aigreur est une maladie et elle plombe l'éveil, le vôtre et la personne qui le reçoit et donc l'éveil global mondial. Alors, se focaliser sur son propre alignement, sur sa propre mission et son intention. Ok, fais abstraction des autres, suis ta route, fais ton truc, mets ton énergie sur ta création, sur ce que tu veux faire, etc. Alors, focalisez-vous plutôt sur le verre à moitié plein que à moitié vide. Ça, c'est toujours cette même philosophie. Faites abstraction des rageux, des haineux, il y en a plein, il y en aura peut-être encore pendant longtemps. C'est comme ça. Bon, ça peut aussi être du combustible à vous motiver, un peu comme Satan l'a vu sur le fait qu'il diffame, qu'il calomnie. Moi, parfois, les critiques ont tendance, dans un premier temps, à m'abattre en me disant allez, on arrête tout, allez vous faire foutre. Voilà, bon, c'est pas bien, mais c'est comme ça, je suis humain. Puis après, de me dire, bon, écoute, allez,
on se remet à la tâche et ça motive au final. Donc bon bref, chacun, mais bon, faut quand même faire attention, à part si vous êtes super solide, ça sert à rien d'aller voir toujours, je sais pas, faites-vous des vidéos dans ce cas-là d'ultra-violence dans les favelas, dans les cités, dans les guerres, dans les, j'en sais rien moi, des attentats, etc. Bon, est-ce que ça a un intérêt? Je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, quand il y a une émotion, laissez-la passer, ça c'est très important. N'essayez pas de lutter contre elle. Ça c'est le meilleur moyen pour la décharger, dénerver. Alors, comment gérer la jalousie des autres, l'envie des autres, la critique des autres? Eh bien, ignorer. Ne pas prêter attention. Alors moi je vous dis, je ne sais pas trop faire ça, mais bon, c'est une des techniques, il y en a qui le font. Le miroir, ça peut être la loi du talion que je n'aime pas, œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que disait Gandhi, c'est dans cette loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est l'humanité qui risque de finir borgne et dentée. Alors attention, mais ça peut marcher en fait pour les gros tempéraments, quand il y a une grosse carapace à casser, pour les gens un peu sensibles, c'est-à-dire remettre un petit coup, mais un peu comme dans les arts martiaux, c'est-à-dire un coup fixe comme ça, juste dans le... et puis oh, il est bloqué. Ah tiens, je l'avais pas vu venir parce que moi je l'ai eu. Hein, je vous dis franchement, je voudrais pas citer cette grande marque, mais à l'époque, enfin bon bref, je me souviens, je suis avec mon associé et puis avec la boss d'une marque, avec son acheteur et tout, et elle commence à nous on avait eu du retard, on a payé l'aérien, donc à la fin on a fini à l'heure, etc. pour la production de vêtements. Ok. Et je vais pas le dire, mais je vais le faire sous forme codée. Les galères, la faillite. Hein, bon entendeur, salut, mais en même temps c'est pas grave, ils ont déjà leur réputation qui. Bon, eh bien cette dame nous lapide, comme des mômes. Et à un moment, je vois mon associé qui en a peu plus parce que ça faisait 6 mois qu'il galérait là-dessus. Il dit écoutez, on a fait notre mea culpa, vous avez été livré à temps, etc. Et elle continue à nous taper, enfin. Et à un moment, je dis, madame, on se détend 2 secondes. Je souris et je dis, à se détendre 2 secondes. D'ailleurs, je le restitue dans l'ouvrage Récréation, disponible gratuitement sur 125 clés pour être créatif. Et je lui dis, vous savez, madame, on a passé l'âge de se faire disputer, gronder par la maîtresse. Hein, vous savez, et je lui dis comme ça avec le sourire et tout. Et je voyais son acheteuse, elle devait se dire oh, qu'est-ce qu'il ose faire à la grande, qui avait un peu d'aura, qui était responsable de je sais pas quoi, je sais pas, on s'en fout. Et je lui ai dit gentiment, je lui ai dit écoutez madame, passez l'âge de se faire gronder, voilà, on a fait notre mea culpa, on a pris nos responsabilités, on a payé, vous avez été livré à temps. Vous n'avez plus envie de travailler avec nous à terme, ben écoutez, on respectera, c'est l'offre et la demande, il n'y a pas de problème, le monde est grand, etc. etc. Et on a toujours eu cette philosophie. Et je voyais aussi qu'il allait péter un câble, qu'il allait lui sauter à la gorge, mon associé, alors qu'il est super zen d'habitude. Et elle perd pied, elle est non, elle bégaye et tout. Non, mais c'est pas contre vous et tout, je suis toujours comme ça, etc. Et je lui dis, ah bah ça doit être sympa, vous êtes tout comme ça, tout agressive, toujours dans cette relation, je t'aime moi non plus. Bon, bah nous c'est pas trop notre... Je pense qu'on est dans une collaboration, on peut aussi s'apporter mutuellement, on fait des erreurs de temps en temps, comme avec nos employés, on les gronde pas, on essaie de trouver des solutions pour éviter, actions correctives, etc. Et en fait, je pense que l'acheteuse devait se dire, ils sont allés loin quand même les gars, et puis voilà, et en même temps je m'en fous, et bon... Ils ont arrêté de bosser avec nous, hein, pour vous dire. Donc, il n'y a pas eu de résurgence. Mais bon, après, elle a été licenciée, puis on a pu rebosser avec eux quand même. Donc, vous voyez, mais ce que je veux dire, c'est pas... Voilà, dans ce cas de figure, ça fait du bien aussi de temps en temps, un petit peu. C'était pas méchant, c'était juste pour activer un peu un électrochoc, hein, pour relancer la machine du cœur. À bon entendeur, salut. Alors, l'amplificateur, ça peut être d'être... je l'ai déjà vécu, ça. Et c'est, je sais pas, quelqu'un qui vous balance un truc vraiment pas gentil. Et tu sais, c'est pas très gentil de te moquer de moi. Tu sais, enfin, je mets tout mon cœur quand je fais ça. Peut-être je le fais mal, peut-être c'est mal écrit, peut-être c'est une mauvaise intention, peut-être c'est ceci. En tout cas, t'aimerais bien qu'on te dise ça? Enfin, imagine, tu passes des mois et des mois à faire un truc pour le donner aux gens avec grand cœur et tout, et puis on t'arrive, oh, c'est dégueulasse, c'est nul, c'est pas bien. T'imagines, franchement, mets-toi juste à ma place. Franchement, pas très gentil, pas très cool. Bon, enfin bon, je te laisse libre arbitre. Et la personne, si elle a un minimum humain, elle va se dire, ah, là, je suis quand même un... Bon, voilà, ça marche pas bien. Et ça, quelque part, c'est la notion de tendre sa deuxième joue. Normalement, la deuxième joue, c'est de s'adresser à la partie divine de la personne, supérieure de la personne. C'est pas, vas-y, remets-moi une, j'adore ça, quoi. C'est plutôt... je m'adresse à ton soi supérieur et à ton ultime conscience pour avoir un peu plus de recul sur ta petite condition d'ego. Alors, vous pouvez toujours sortir, ce truc-là, je le sors assez souvent parce que je pense qu'il est extrêmement important. La critique est facile, l'art est difficile.
hein, comme je le dis assez souvent, c'est très facile de ne pas se tromper quand on fait rien. Hein, ça c'est sûr que d'être le cul vissé derrière sa chaise à faire des likes, dislikes, des commentaires pas contents, quels que soient les projets, quels que soient les vidéos et autres, les réseaux sociaux, bon, bah et toi? Et toi, alors, est-ce que tu peux m'envoyer des éléments, des ouvrages, des conférences, je ne sais pas, des projets que tu as fait, que tu fais, dans lesquels tu participes, etc. Vous posez des questions comme ça à des gens qui sont très forts en bouche, hein, parce qu'en général, ça c'est la magie aussi des réseaux sociaux, qui apportent plein de choses, mais comme un couteau, détruisent aussi le tissu social, hein, je vous le dis franchement. Il y a un moment, il va falloir aussi, je pense, se pencher sur cette question, parce que quand vous voyez qu'un tiers des gamins sont complètement détruits par justement tout ce qui se passe autour des réseaux sociaux, des pogroms où ils se déchirent entre eux, etc. Il y a des gens qui sont complètement abîmés. Donc on dit c'est le virtuel. Ben non, les conséquences sont réelles. Donc il y a des suicides qui se sont opérés, etc., etc. Donc ça, je pense qu'il va falloir vraiment se pencher sur cette question, pas interdire Internet, pas le censurer, mais le régulariser. C'est comme si, vous imaginez, on mettait et ça je me souviens, c'est dans le Social Dilemma, je vous invite à le regarder sur Netflix, il est très bien fait, les créateurs de Twitter et d'où, on a créé un Frankenstein, on ne sait plus l'arrêter, on ne sait pas comment l'arrêter. Ah ouais, c'est cool. En fait, ouais, on a mis en place des voitures et en fait, on ne sait pas comment les arrêter. Les freins marchent une fois sur deux, donc allez sur l'autoroute et puis vous avez une chance sur deux d'arriver en pièces, enfin en morceaux ou en morceaux décomposés. Bon, eh bien, il y a un moment, il faut quand même savoir si ça nous sert ou ça nous dessert. Donc, en fait, oui, pour un projet, je vous ai dit, il y a plein de gens qui peut-être, je vous dis, dans cette réinitialisation lumineuse, j'entends pas levier, méchant, qui veulent... Non, dans cette refonte, dans ce nouveau paradigme, on est invité à le faire. Et donc, ceux qui sont comme des miradors, qui sont toujours c'est nul, on l'a fait. Moi, je vois, quand j'ai parlé par exemple des communautés indépendantes qu'on souhaitait faire avec des fermes indépendantes, on m'a tout de suite dit on l'a déjà fait, les kibbutz, les machins, trucs, c'est pas nouveau. Et qui t'a dit que c'était nouveau? On s'en fout que ce soit nouveau ou pas. C'est pas la question, on n'a pas la prétention de dire ouais, c'est génial ce qu'on fait et tout. On essaye. Et on va se planter, parce que c'est difficile, j'en ai visité plein, moi, des communautés déjà, des communautés indépendantes, etc. Et bien, ça galère. Pourquoi? Et donc, j'essaie de comprendre pourquoi ça a galéré. Et de là, quand on aura réussi, et potentiellement, parce qu'il y aura toujours à colmater, une maintenance à établir, et parce que ça dépend des gens qui sont en présence, on essaiera d'aider les autres à en faire de même. Mais de même, c'est comme quand on donne des clés, comme j'essaie de le faire, c'est pas parce que vous appliquez. Enfin, il y a des choses qui vont vibrer, d'autres qui ne vont pas vibrer. Chaque groupe est différent. C'est pour ça que les méthodologies, ça a toutes ses limites. C'est du théorique. Il faut l'appliquer dans la pratique, dans la matière. Bon, bref, je pense que vous aurez compris. Oui, vous pouvez aussi toujours rationaliser en disant pourquoi tu juges, pourquoi tu compares, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, de faire ce truc-là, bon, c'est bon, tu as besoin de faire celui qui pisse le plus loin ou celui qui a la plus grosse. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais c'est un peu souvent ça. C'est ce truc. Ou bien, vous pouvez aussi, dans un autre sens, ça c'est une technique que j'utilise, enfin que je conseille dans les cours de management, mais que je m'emploie aussi au quotidien, que ce soit avec des clients, des prospects, et où j'entends dans le commerce là, et notamment avec mes subordonnés en tant que chef d'entreprise. On est 12 en société à Shanghai, et puis on a les ramifications. Bon bref, tout ça pour dire... quand quelqu'un par exemple est contre vous, vous pouvez très bien lui, alors ça marche bien, de flatter l'ego, mais pas excusez-moi, un suce-boule, c'est plutôt, par exemple, et ça je conseille parce que j'ai eu des conflits entre ma general manager, ma directrice des achats et qui se comprenaient pas. Je disais mais mutuellement, essayez de vous montrer mutuellement que vous avez besoin de l'autre parce que c'est une collaboration. Nous on va regarder sur tout ça et ce qu'on veut c'est les résultats et on veut pas de guéguerre de qui va mettre le but. On s'en fout. Ce qu'on veut c'est gagner les parties en quelque sorte, des marchés, que ça se passe bien, etc., etc. Enfin le cercle vertueux. Et en fait je disais tout le temps, mais dis-lui, écoute, ouais, franchement, je te trouve, enfin, dans l'idée, je te trouve talentueuse. J'ai besoin aussi d'apprendre de ta part, etc. Viens, on fait collaboration. Je vais essayer de t'apprendre des choses et toi, tu vas m'en apprendre d'autres. Et comme ça, on fait un travail d'équipe, quoi. Eh bien, quand vous faites ça, en général,
pas toujours, hein. Quand c'est un ego du genre qui veut garder ses petits trucs pour lui, ses petites possessions, son petit pouvoir, eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais dès lors que vous avez une personne que vous avez un petit peu glorifiée ou louée tout au moins, et que vous lui avez dit un petit peu, tu sais, j'ai beaucoup apprécié ceci ou cela, mais c'est comme quand vous prospectez quelqu'un, vous démarchez quelqu'un. J'aime beaucoup ce que vous faites. Ah bah déjà, c'est marrant, les gens vous aiment mieux quand vous aimez ce qu'ils font. Si vous commencez, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, machin, bon, ça plombe un peu le truc. Mais du même ordre, quand vous débutez une critique constructive, dès lors que c'est n'importe quoi, faux, etc. Bon, déjà, quand on voit l'ouverture de la personne qui n'arrive pas à mesurer avec tact, diplomatie, etc. La diplomatie, c'est le liant, hein, c'est ce qui permet véritablement d'adoucir la vie, sinon on est tous des bourrins, on est tous des barbares et on communique à la hache. Je pense que vous aurez bien compris. Alors, de même, hein, toujours on peut réutiliser les rituels de protection, je ne vais pas le redire, demander protection aux dieux, les guides, les ancêtres, peu importe, répéter les mantras, une douche magique. Alors c'est quoi la douche magique? Et vous dire, oula, non, sérieusement, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, soit le matin, soit le soir, peu importe, mais si vous rentrez du travail, par exemple, et vous avez l'impression d'avoir été dans des mauvaises ondes, panier de crabes et tout au boulot, etc., vous rentrez, vous prenez une douche et vous imaginez que ça vous nettoie, tous vos scories, etc. C'est le principe pas des abductions, excusez-moi, des ablutions. Des ablutions, abduction c'est une autre histoire. Des ablutions, hein, vous nettoyez, etc. Et vous nettoyez toutes les parties qui pourraient être... C'est énergétique en fait, c'est dans la pensée, si vous le faites et que vous pensez que c'est débile, ne le faites pas. Ça ne marchera pas. Donc, de vous visualiser par exemple que la douche vous purifie ou vous nettoie comme si vous aviez de la crasse émotionnelle, énergétique, et où vous imaginez que c'est le pommeau par exemple, c'est une douche de lumière par exemple qui vous apporte plein de belles choses. Alors, quelques conseils, gardez à l'esprit que personne n'a jamais fait l'unanimité, même les plus grands illustres de ce monde, que ce soit des spirituels, des Bouddhas, des Jésus, des Mahomet, des Mani, des Martin Luther King, des Mère Teresa, des Nelson Mandela, etc., contemporains, religieux ou pas, jamais ils n'ont fait l'unanimité. Et même pour certains, dans beaucoup de cas, ils étaient loin de la majorité, des 50% de satisfaction. Ils ont été calomniés, blasphémés, etc., ridiculisés, etc., etc. Donc si ça peut déjà vous rassurer là-dessus, c'est entre guillemets malheureusement la normalité. Enfin, normalité, c'est communément ce qui est arrivé. On peut pas aimer, on peut ne pas aimer aussi quelqu'un, comme je vous ai déjà dit, à 100%. Hein. C'est-à-dire que, moi je vous dis, j'ai des potes, je les aime bien à 80%. Et il y a un côté chez eux, quand ils sont bourrés, ils deviennent horribles, ils deviennent méchants, ils deviennent pas agressifs, enfin pas violents, mais ils ressortent des dossiers, ils ont envie il y a un truc qui est pas réglé en eux. Et puis quand ils sont au quotidien ou qu'ils ont juste un peu bu, ça va, ils sont adorables. D'accord? Donc j'aime 80% de leur... Et le 20%, eh bien, je fais abstraction. Et du même ordre. Vous savez, c'est très triste. Je me souviens justement d'une personne avec qui on a collaboré pendant longtemps. Je vous ai déjà expliqué au sein de notre société qui à la fin a pété un câble contre une de nos employés. Et donc, bon, elle a démissionné d'ailleurs. Et en fait, cette personne qui avait reçu cette animosité ne comprenait pas que moi et mon associé, on n'en voulait pas à la personne qui avait honnêtement quasiment soulevé tout le bureau pour créer genre une révolution, non pas comme nous, mais contre elle pour la faire chuter. Enfin, vous imaginez le truc, genre il y a un kidnapping, on balance une grenade pour tuer tout le monde, quoi. Comme ça, on est sûr d'avoir tué le geôlier. Belle logique, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et bien, en fait, on lui expliquait, bon, ok, elle a fait de la merde à la fin, c'est pas cool ce qu'elle a fait, c'est pas bien, dans l'absolu, mais nous, on ne garde pas ça en tête. Ça, c'est c'est peut-être 1% de tout ce qu'elle a fait. Tout le reste, pendant 99% du temps, elle a fait des belles choses pour nous, elle était gentille, elle a toujours été là. Nous, on gardera ça. Et en fait, si vous réfléchissez comme ça, je vous jure qu'on sera beaucoup plus... Parce que sinon, trouvez-moi quelqu'un qui a 100% toujours bien fait dans toute sa vie. On a tous des boulets, on a tous fait des conneries, on a tous merdé, on apprend, on tombe 2000 fois avant de
de trouver son équilibre 2000 fois avant de savoir marcher et d'avoir une bonne démarche. Voilà, il y en a d'autres, c'est pas exhaustif, mais aussi très important d'essayer de se préserver, de ne pas vouloir repousser le mal. Il est en nous, il fait partie de la vie, ce n'est pas grave, il apparaît et disparaît comme il fait très beau, hein, vous le voyez, eh bien ce n'est pas éternel, il y a un jour des nuages reviendront, il y aura de la neige ici, il fera froid, etc. C'est comme ça. La vie est une forme de cycle sans fin. Je pense que c'est assez clair là-dessus. Voilà, il s'agit juste d'une clé et quelques outils pour essayer de vous aider, si tant est que ça vibre et que vous le souhaitiez, de façonner le passe-partout de la clé des champs, de la clé des champs de conscience, des champs du cœur, peu importe ce que vous souhaitez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!